L'inclusion, c'est un rapport entre différents systèmes. Et donc, si on veut, grosso modo, l'inclusion, c'est l'absence d'exclusion. C'est pouvoir développer justement une société qui soit capable d'accueillir le plus grand nombre et que l'adaptation ne repose pas uniquement sur les personnes, où là on est plutôt dans une logique d'intégration, mais c'est vraiment adapter l'environnement au plus grand nombre possible pour que chacun puisse prendre sa part à la vie sociale, dans tous les domaines. L'école inclusive, c'est une école qui va modifier son environnement, qui va modifier sa méthodologie, modifier ses horaires, modifier sa pédagogie pour intégrer et pour permettre à tous les élèves, quel que soit leur handicap, de pouvoir s'inscrire dans une école ordinaire. Plutôt que simplement accueillir un enfant à besoins spécifiques, c'est transformer cet accueil pour que tous les enfants puissent arriver à une réussite scolaire. Je suis le responsable politique de l'association Inclusion. L'objet de notre association, c'est vraiment de militer pour la qualité de vie, l'autonomie des personnes avec un handicap intellectuel. Alors, bonjour, je suis Thibaut Menquet, je suis l'assistant politique de l'association GAMP, qui est le groupe d'action qui dénonce le manque de place pour les personnes handicapées et grande dépendance. Alors donc, je m'appelle Dominique Paco, je suis instituteur de formation et puis je suis directeur de l'école Singuelaine depuis maintenant 11 ans et c'est une école à pédagogie alternative et on tend vers une école inclusive. Alors, je m'appelle Caroline Deleu, donc j'enseigne ici déjà depuis 19 ans à l'école Singuelaine. Ici, je travaille en 4e primaire cette année. Alors, je suis institutrice à Singuelaine depuis plus de 20 ans. J'ai fait toute ma carrière ici. Bonjour, je m'appelle Marie-Hélène. Alors, moi, je suis enseignante en intégration depuis 10 ans. Et je travaille à Singuelaine depuis 7-8 ans. J'accompagne des enfants malvoyants ou dyslexiques, dysorthographiques, dysphasiques, etc. au sein de l'école. Pourquoi est-ce qu'il y a autant de peur, voire parfois de dégoût envers le handicap ? Parce que justement, on ne les voit pas quand on est tout petit. Vous savez, la prévalence de l'autisme, c'est, grosso modo, autour des 1%. C'est-à-dire que si vous prenez 100 personnes, il doit au moins avoir une personne autiste dans ce lot, même peut-être sans doute un peu plus. Moi, je me souviens, on avait des années à l'école où on était plus d'une centaine, mais je ne me souviens pas d'avoir eu des camarades qui étaient autistes à l'école ou qui avaient de l'autisme. Où sont-ils ? Ils sont en fait dans les écoles spécialisées ou déscolarisés. Pourquoi ? Parce que dès le plus jeune âge, on les trie. D'accord. Et on les prive, ces enfants de pouvoir avoir une vie sociale normale, puisqu'ils ne peuvent pas jouer avec d'autres enfants, ils ne peuvent pas rencontrer d'autres personnes. Maintenant, moi, je réfléchis d'un point de vue légaliste, c'est qu'il y a une obligation scolaire. Tous les futurs citoyens, tous les enfants de la nation sont appelés à aller à l'école, c'est une obligation. Or, pour moi, il n'y a pas de raison que, selon le handicap ou la condition de santé physique, biologique ou intellectuelle, on sépare ces enfants. Nous, à la base, on est un groupe de militants, un groupe de parents qui se sont mis ensemble pour essayer de militer et de revendiquer un certain nombre de choses. À la base, c'était le manque de place. Donc, au début, on a fait des sit-ins, on a fait des manifestations où on exigeait déjà un peu plus de prise en considération, mais aussi et surtout des places. C'est-à-dire que quand on parle de place, c'est d'une place dans la société, c'est pas uniquement des places de logement ou des places de parking. C'est pas évident de mobiliser autour de ces questions de handicap et qu'on a encore parfois difficile à toucher un public en dehors de ses familles et ses proches qui sont concernés. C'est parfois difficile d'aller les toucher à l'extérieur.
Et que même au niveau des médias, c'est pas le sujet qui attire le plus l'attention. Et donc il faut vraiment toujours avoir presque un fait divers horrible pour pouvoir en parler, alors qu'il y a quand même des questions de fond qui génèrent beaucoup d'inégalités. Et je pense que ça vaudrait la peine d'en parler beaucoup plus souvent. Puis on essaye aussi de développer des outils, tout ce qui tourne autour du facile à lire et à comprendre. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un niveau de langage en fait simplifié, c'est du français facile, mais qu'on essaye d'illustrer le plus possible pour que les personnes qui ont accès à la lecture, mais qui ont une compréhension qui est limitée ou qui nécessite plus de temps, de pouvoir avoir quand même une information qui leur est destinée, qui puisse être accessible pour elles. C'est aussi ça qui rend une société inclusive, c'est pour avoir une information qui soit accessible à tous. On a une école en Belgique qui est globalement une école qui est pour les enfants très analytique, qui mémorisent assez bien ce qu'on leur donne à mémoriser, qui apprennent assez rapidement. Et on n'a pas une école, pour moi encore, pas assez, pour toutes les autres intelligences. Et pour cela, on n'a pas grand-chose dans l'école. Et donc, s'il n'y a pas un changement, si l'école ne s'ouvre pas à un enseignement qui donne plus de sens, un enseignement où l'exercitation et l'évaluation n'est pas la première des choses, si on ne met pas en échec les enfants dès le début de leur scolarité, si l'école ne renvoie pas nos élèves en qualifiant ou en professionnel alors que ça devrait être un choix du jeune ado, malheureusement ce n'est pas le cas pour l'instant. Maintenant c'est l'école globalement qui choisit plus ou moins la destinée de nos jeunes. De place, vous travaillez au même endroit. On fait 30 minutes jusqu'à 19h05. De ce travail, ça va. Alors, on va écrire maintenant soldat. Qu'est-ce que tu entends dans soldat? Écoute bien au début. Le S. Ouais. Vas-y, tu sais faire un S? Le S. Ok, alors le S, attention. Il faut le continuer. Comme ça. Très bien. Alors, sol. L. Ouais. Ok. Donc, dans l'école, on est plus ou moins 600 élèves. On a une quarantaine d'enfants à besoins spécifiques. Donc, on a des enfants. Alors, la spécificité de l'école, c'est d'avoir beaucoup d'enfants à besoins spécifiques différents. Donc, on a des enfants porteurs de trisomie, on a des enfants aveugles, malvoyants, on a des enfants en spectre autistique, des enfants malentendants ou sourds profonds, et évidemment tous les enfants de type 8, dyslexiques, dyspraxiques, dyscalculiques. Voilà. C'est les premiers enfants qu'on a eus il y a 4-5 ans qui nous ont un peu proposé une marche à suivre pour les autres. Donc c'était un peu venu comme ça. On a accueilli, on a essayé, on s'est trompé, on a été dans des essais-erreurs. Et puis pour le deuxième, on a pu modifier certaines choses. Donc voilà. Et j'ai envie de dire que c'est compliqué, c'est parfois très difficile, c'est parfois éreintant pour mes enseignants. Mais je ne pense pas qu'il y en a un qui ferait marche arrière maintenant. Je pense que c'est maintenant ancré dans l'école. Je pense que c'est mon histoire à moi qui fait que j'ai envie de m'occuper de ce type d'enfant. Et puis c'est l'histoire de l'école qui a fait que les deux se sont réunis à un moment donné. Et ici la même chose. Ben oui. Vas-y. Encore trop difficile. Vas-y. On fait le petit coin pour pouvoir le relire et on va recouper ici. Vas-y, on va recouper pour que ce soit plus petit. Vas-y. Magnifique. Moi, je trouve que l'intégration est vraiment un projet exceptionnel pour ces enfants-là. Ce sont des enfants qui ont une intelligence tout à fait normale, correcte, même parfois supérieure à d'autres enfants. Ils n'ont rien à faire dans du spécialisé.
Ces enfants ici dans l'école Single, ils savent que tel enfant a besoin de plus de temps pour ceci, tel enfant va faire ça autrement. Ça fait partie de leur quotidien et je trouve que c'est une ouverture par la suite pour le monde de l'adulte, vraiment génial parce que ça permet de voir les forces de chaque enfant et les faiblesses, mais qui peuvent devenir une force aussi. Alors oui, effectivement, chaque enfant a besoin spécifique à 3 ou 4 périodes, c'est-à-dire des périodes de 50 minutes, pour lesquelles je peux l'accompagner en classe. Et donc, ça lui permet de continuer à rester dans l'école ordinaire avec une aide plutôt que de devoir aller dans le spécialisé. À midi, Je vais là, à midi tu iras, d'accord? T'es qui toi? Demi-tour, Yanis. Très bien, ton dos contre le radiateur. Recule jusqu'à ce que tu arrives au radiateur. Je me mets à côté de toi, à ta gauche. Et non, tout le monde qui est là. Qui a une proposition à me faire? Vas-y, Yanis. C'est un peu comme du blé. C'est un peu comme du blé. Je peux avoir la boîte et mettre dedans? Il n'y a pas de plastique. Le petit black. Ah, il y a de l'air. 2 petites secondes. Les copains, vous avez vu? C'est des amandes. Les autres, vous reculez. C'est de l'herbe séchée. Moi, je croyais que c'est de l'herbe séchée. Yanis, pourquoi est-ce que tu dis que c'est de l'herbe séchée? Parce que c'est comme ça, comme de l'herbe, comme ça. L'herbe séchée pour nous, avec nos yeux, elle est comment? Bah, c'est une ligne. C'est une ligne. D'accord. Jaune. Elle est jaune. Au départ, ça fait peur et au départ, on se demande, tiens, qu'est-ce que je peux faire avec un enfant malvoyant ou aveugle dans ma classe? Et pour finir, vous l'avez vu, il y a moyen de faire plein de choses avec lui. Donc, comme avec les autres, il suffit d'aller chercher, d'adapter. On part uniquement de l'intérêt des enfants, de ce qu'ils nous apportent, de ce qu'ils nous fournissent comme matière première. Et moi, je suis juste un guide pour les amener aux acquis qu'ils doivent avoir. Donc en fonction des surprises, comme vous avez vu aujourd'hui, je vais pouvoir faire du comptage, de la mesure, de la lecture, de l'écriture. On a vu des noisettes, on va forcément écrire noisettes, on va les compter, on va les représenter. On a fait des paquets de 5, on va aller vers le paquet de 10. Donc je vais venir greffer tous mes apprentissages sur ce que les enfants apportent. T'es sûr de ton comptage là? On est en perpétuelle recherche. Donc, que ce soit en Belgique, que ce soit à l'étranger, que ce soit dans d'autres pédagogies actives pour essayer d'aller prendre le meilleur partout. Maintenant, dans le cadre de la malvoyance ou des enfants aveugles, il y a très très peu d'écrits par rapport. J'ai eu des enfants trisomiques dans ma classe et là, il y a beaucoup d'écrits sur la malvoyance et sur la non-voyance. Il y a quasiment rien. Du coup, pendant l'été, par moi-même, j'ai appris le braille. Donc, je me suis fait des petites fiches et dans la voiture, sur la route des vacances, je les ai potassées les unes après les autres. Et puis, dans la pratique, j'ai eu Sacha qui était aussi brailliste. Et donc, j'ai pratiqué mon braille pendant 2 ans. Alors, avoir un enfant malvoyant comme Sacha ou Yanis, je trouve que c'est hyper intéressant à la fois pour le groupe classe et pour l'enseignant. Ça permet d'apprendre la différence, d'apprendre la tolérance. On apprend à vivre avec ces enfants-là et à adapter les choses et à ce que chacun fasse des choses différentes à certains moments, sans que ça pose problème en disant c'est pas juste. Pour un enfant comme Sacha, la poursuite de la scolarité se fait avec une aide jusqu'à l'université. Donc il aura, en secondaire, il aura encore un accompagnement de notre école. Et il y a des écoles secondaires qui sont prêtes à les accueillir. Des rôles. Alors, donc ici, ils votaient avec toutes les propositions parce que c'est ça qui est difficile. On est une équipe et il y a plein d'idées et tout le monde a envie de dire son idée, ce qui est normal et ce qui est important. Mais après, on ne sait pas garder, comme quand on travaille tous ensemble à 21, on ne sait pas garder toutes les idées. Du coup, on vote. Vous aidez après à choisir. Il y a aussi des votes parfois. Des votes et on écrivait dans le Cette année, j'ai 21 enfants en classe, donc justement, le nombre est aussi un petit peu réduit par rapport à l'habitude d'autres groupes où on peut être 23, 24, parce que j'ai donc 5 enfants sourds profonds implantés avec des systèmes FM, et donc ils sont malentendants. Et puis après, j'ai une enfant qui a une déformation de la colonne vertébrale, qui est spina bifida et des jambes, etc., qui a des orthèses, et donc qui se déplace aussi avec des béquilles, qui a un siège en bas.
Après, pour les enfants malentendants, c'est surtout cette petite plaque de micro qui est aussi notre bâton de parole en même temps. Donc voilà, qui gère tant en équipe quand ils se retrouvent en travaux de groupe ou tant en collégial quand on est ensemble. L'apprentissage est parfois le même en soi, mais la compétence va être différente. On va vraiment faire de la différenciation. Ici, ce qui est chouette par rapport à ce que vivent d'autres enfants dans d'autres écoles, c'est ce qu'eux ont dit, c'est qu'on se sent libre. Alors derrière le libre, c'était libre de penser, libre d'agir, libre de proposer, libre d'être entendu. Ça ne veut pas dire que c'est l'anarchie, qu'on fait ce qu'on veut, parce qu'il y a des règles, en fait, chez nous. Il y a beaucoup de règles, en fait. Parce que pour bien savoir vivre ensemble, il faut des règles. Alors la communauté française nous fournit très peu, puisqu'on a 4 heures d'aide grand maximum et qu'elle est en train de diminuer le nombre d'heures par enfant, donc ça devient vraiment un strict minimum. Donc ça c'est très peu, elle offre peu de formation, donc elle n'est pas un véritable soutien pour nous, malgré les ministres qui défilent ici, tous les parlementaires qui sont déjà venus et qui trouvent le projet très chouette, mais qui ne mettent rien en place pour aider, je pense, pour nous aider nous, mais pour aussi aider d'autres enseignants qui voudraient se lancer là-dedans. On accueille une quarantaine d'enfants à besoins spécifiques, mais on a beaucoup de bonheur, c'est souvent très très bien, mais on a aussi beaucoup de difficultés. Et je trouve que la fédération, à la fois, et c'est paradoxal, nous demande d'être une école inclusive, et à la fois nous met parfois des bâtons dans les roues pour y arriver. Un paradoxe, par exemple, c'est qu'on nous dit, oui, accueillez tous les enfants, ils sont tous différents, ils vont apprendre différemment, ils vont pouvoir apprendre suivant leur rythme, et puis on nous oblige à leur faire passer une évaluation certificative à 11 ans et demi, la même évaluation pour tout le monde, sans prendre en compte la différence de chacun. Donc déjà là, on est dans un paradoxe assez important. Les choses ne suivent pas par rapport au décret ou aux circulaires qu'on reçoit. Et je pense que ce n'est pas de la mauvaise foi, je pense que ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas intéressés, je pense que tout simplement, il n'y a pas une réflexion qui amène à aller un peu plus rapidement dans ces changements, et ils oublient ou ils ne le font pas. Les enfants porteurs de trisomie ou qui ont des déficiences intellectuelles, ce n'est qu'1% de ces enfants-là qui sont dans des écoles ordinaires. Donc c'est vraiment une toute petite intégration. Et donc comme il y a peu d'enfants, ils ne sont peut-être pas encore assez écoutés et peut-être qu'il faudrait être un peu plus proche de ces enfants-là, en tout cas un peu plus proche à l'idée d'intégrer ces enfants pour peut-être que les gens se réveillent un peu dans les cabinets pour justement avancer un peu plus rapidement. Devant, Yannis. Le goal est devant. En Belgique, on pense à l'échec. Non, il faut penser à la réussite. Avant de pointer les déficits des enfants, il faut aller chercher ce qu'ils savent faire. Et quand vous allez chercher chez quelqu'un, il n'y a personne qui ne sait rien faire. Quand vous allez chercher chez un enfant, quand vous pointez son positif, quand vous pointez ce qu'il sait bien faire, il va reprendre confiance en lui. Quel a été votre déclic de créer ce genre d'école, justement? Alors, je suis dyslexique et dysorthographique. Et donc, j'ai été un élève qui n'a pas traversé sa scolarité facilement. D'ailleurs, lorsque j'ai décidé de faire des études d'instituteur, on m'a regardé en disant « Mais non, un instituteur on ne peut pas être instituteur si on est dysorthographique et dyslexique. » Donc j'ai tenu bon. Alors j'ai d'abord un peu traîné dans différentes autres études, mais à un moment donné, je me suis dit « Mais c'est ça que je veux faire, c'est ça que je veux être, enseignant. » Quand on m'a dit « Non, tu ne vas pas devenir instituteur, tu ne peux pas, tu fais une faute sur tous les 2 mots, tu ne peux pas devenir instituteur. » Je me suis battu, je dois encore me relire, et il m'arrive encore de laisser des fautes d'orthographe. Mais à côté de ça, j'ai d'autres qualités
importante pour le poste d'enseignant ou pour le poste de directeur. Et au moment où je suis devenu enseignant, évidemment, j'étais vraiment plus touché par les élèves en difficulté dans ma classe, puisque moi, j'avais été un élève en difficulté. Et lorsque je suis arrivé comme directeur à l'école Singelen, il y avait déjà une historique dans cette école d'accueillir des enfants à besoins spécifiques, des enfants malentendants et des enfants sourds. Et donc, j'ai continué le projet. Une enfant qui vient de terminer sa 6e primaire, elle n'a pas passé son évaluation certificative parce qu'effectivement, elle n'avait pas, entre guillemets, le niveau demandé à ces élèves-là, mais ça n'a pas empêché cet enfant-là à suivre toute sa scolarité primaire avec des aménagements. On a une sorte de la réussite. Non, c'est une réussite, c'est sa réussite, c'est sa façon d'apprendre qu'il faut prendre en compte et pas l'apprentissage global d'un groupe. Ce qui est important, c'est comment cet enfant a progressé, ce que cet enfant a appris, que cet enfant est capable d'aller prendre un bus, de lire une phrase ou de faire un petit calcul et donc terminer ces évaluations collectives, ces points collectifs. Tiens, j'ai 17, t'as 18, t'as 16, t'as 15. Qu'est-ce qu'il y a d'importance ? Ce qui est important, c'est ce que l'enfant a appris. Et donc ça, tant que l'école ne comprendra pas ça, elle va penser que c'est un nivellement par le bas ou ne mettra pas en place les choses pour que tous les enfants puissent réussir, on va avoir effectivement de cas d'enfants qui, fin de première primaire, ne savent pas lire, donc on met un enseignement spécialisé, porteurs de trisomie, oui, mais certainement on ne va pas suivre. Enfin, maternelle, c'était bien parce qu'ils jouaient. Non, on ne joue pas en maternelle, on y travaille aussi. Et donc, non, ces enfants-là sont en enseignement spécialisé. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ça ne va pas être le parent qui va choisir, c'est la société qui va choisir pour cet enfant, c'est l'école qui va choisir pour cet enfant. Et c'est ça le drame en Belgique. Je reste persuadée que l'école inclusive amène à une société inclusive, que c'est dès le plus jeune âge qu'il faut vraiment faire prendre conscience aux enfants, futurs adultes, que d'abord on est tous différents et qu'on peut tous avoir des choses à apporter à l'autre. Et c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment une force. Alors Yanis ne voit peut-être pas, mais il y en a d'autres qui ont des lunettes, il y en a qui ont les pieds un peu rentrants, d'autres un peu sortants, les genoux comme ça. Voilà, on est tous différents, on est blondes, bruns. Moi, j'essaye de toujours voir les adultes de demain. Et quand on les voit... Mon objectif à moi, c'est de les rendre les plus autonomes possibles dans la société dans laquelle on vit pour l'instant. Et donc voilà, donc j'essaye toujours de leur parler comme si je travaillais en équipe avec mes collègues. Donc d'essayer de dire, voilà, là on a un problème, quelle solution on va prévoir, qu'est-ce que tu en penses, qui propose une solution, est-ce qu'on vote, voilà, on va essayer de leur montrer des petites pistes aussi pour pouvoir s'organiser entre eux. Pour nous, c'est la base, les milieux d'accueil, puis l'école. Et puis ensuite, ça se répercute dans le monde du travail, parce que tout ce qu'on n'aura pas réussi à construire au niveau scolaire, et le fait de séparer les enfants et de ne pas leur permettre de côtoyer les autres, après, les petits élèves qui étaient dans l'ordinaire, qui deviennent chefs d'entreprise, pour eux, c'est inconcevable d'engager un enfant un adulte avec un handicap s'il n'a pas été confronté depuis son plus jeune âge. Que si on commence à mettre en contact tout le monde et que c'est quelque chose de naturel, ça se répercute à toutes les périodes de la vie par la suite. Vivre cette différence, ce n'est pas l'entendre un cours de morale, c'est le vivre au quotidien. C'est aider le voisin qui est aveugle et qui doit descendre les escaliers. C'est aller chercher l'enfant porteur de trisomie qui s'est perdu dans l'école. C'est donner un coup de main à un enfant qui est dyspraxique ou dyslexique et de l'aider. Donc c'est vivre la différence. Ce n'est pas simplement l'entendre, c'est le vivre. Et moi je reste persuadé que le fait que nos enfants ordinaires puissent vivre cette différence va... Et on le voit chez nos élèves, va créer d'autres citoyens plus tard. Parce que vivre la différence, c'est de ne plus avoir peur de handicap, c'est de comprendre le handicap. Et aussi, et ça c'est hyper important, c'est quand on comprend la difficulté d'un autre, on est plus facile à comprendre sa difficulté et à entendre les difficultés qu'on a nous-mêmes. Et je pense que si l'école est inclusive,
Ça va faire des enfants qui, en tant que citoyens, ont vécu ça et vraisemblablement pourraient améliorer la société pour qu'elle devienne inclusive. Et donc ça passe par l'école. C'est l'école qui doit être un moteur de la future société inclusive qu'on espère tous dans notre pays.